Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Comment les entreprises peuvent s'appuyer sur des méthodes éprouvées dans le domaine sportif pour gagner en efficacité ? La crise sanitaire de la Covid-19 a profondément affecté les formes de travail en entreprise. Cette situation a entraîné des nouvelles aspirations chez les collaborateurs. Ceux-ci souhaitent trouver plus de sens dans leur travail, dans une entreprise devenue plus soucieuse de replacer l'humain au centre de ses préoccupations. Il échoit aux managers de conduire cette évolution des pratiques et de culture. L'exercice est délicat dans une entreprise déjà poussée au changement car bousculée par un monde agile, immédiat et digital. Le sport offre des pistes de travail et des solutions inspirantes pour y parvenir. En effet, les coachs sportifs, tout en veillant au bien-être de leurs athlètes, pratiquent une culture de faire face aux crises, celle-ci étant permanente. Deux coachs, sportifs et en entreprise, croisent leur expérience pour montrer, en dépassant les habituels clichés, comment le sport peut inspirer l'entreprise. Chromosome B. Hubert Ripoll, vous êtes professeur émérite de l'Université d'Aix-Marseille, vous êtes psychologue du sport et coach sportif. Vous avez été président de la Société française de psychologie du sport et avez créé à l'Institut national du sport et de la performance, l'INSEP, le premier laboratoire français de psychologie cognitive appliquée au sport. Puis, différents laboratoires de recherche dans des universités françaises et étrangères. Vous avez travaillé avec plusieurs équipes de France et avec de nombreux champions olympiques et champions du monde. Vous intervenez comme conseiller en sport et en entreprise. Vous avez publié d'autres ouvrages avant celui-ci, tels que Le mental des champions, Le mental des coachs ou Les champions et leurs émotions. Patricia Paranque, vous êtes formatrice et consultante en entreprise et dans des dispositifs d'aide à la création d'entreprises. Vous avez été professeur associé à l'Université d'Aix-Marseille et responsable de plusieurs diplômes universitaires dans le domaine du management et du coaching. Depuis la crise sanitaire de la Covid-19, vous mettez en place des accompagnements destinés à soutenir la ligne managériale dans les organisations. Vous avez réalisé plusieurs recherches portant sur l'accompagnement, la conduite du changement, le coaching de crise ou l'approche phénoménologique en coaching. Hubert Ripoll, Patricia Paranque, bonjour. 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 Alors vous publiez aujourd'hui aux éditions Henrik B. Comment le sport peut inspirer l'entreprise avec comme sous-titre « Instaurer un management de l'incertitude centré sur l'humain ». Comment est née l'idée d'écrire ce livre conjointement ? Peut-être Patricia, vous pouvez commencer ? Mais nous étions tous deux responsables de diplôme à l'université, Hubert en STAPS et moi en éco-gestion. Notamment, j'étais responsable du DESU de coaching en entreprise et nous nous sommes invités mutuellement pour intervenir dans nos cursus auprès de nos étudiants. Et de nos échanges est née l'idée d'écrire ce livre ensemble. C'est le premier livre pour vous, Patricia. Hubert a déjà publié, mais est-ce que pour vous, c'est la première expérience que vous faites en publication ? J'ai participé à des collectifs, mais oui, c'est le premier livre sur lequel j'ai travaillé. De A à Z avec mon compagnon d'écriture, Hubert. Hubert Ripoll, j'ai mentionné d'autres ouvrages que vous avez publiés. Comment s'inscrit dans la continuité de ce que vous avez déjà publié, cet ouvrage-là ? Dès le début, lorsque j'ai publié ces ouvrages sur le sport, j'étais très surpris d'avoir un intérêt de la part du milieu de l'entreprise. Donc l'idée m'est venue naturellement que un jour ce serait bien de faire un pont, mais il a fallu la rencontre avec Patricia et puis l'expérience que l'on a eue avec nos étudiants respectifs et ceux de l'autre pour nous dire que c'était le moment. Voilà. Alors, Hubert, comment devient-on coach sportif ? Je suis un coach vieille école, à savoir que je suis rentré là-dedans alors qu'il n'y avait pas de formation, qu'il n'y avait strictement rien en France. Donc il a fallu
à la fois tout monter, et donc en montant tout, on se monte soi-même. Mais ça, c'est plus d'actualité maintenant. Si vous voulez être coach sportif, vous faites une formation en psychologie du sport ou en coaching sportif, et à partir de là, vous êtes accrédité, vous allez encadrer les sportifs. Patricia Paranque, comment devient-on coach d'entreprise ? Alors, pour ma part, moi j'ai démarré ma vie professionnelle comme enseignante dans le second degré. Et donc, ce qui me passionnait dans mon métier, c'était de comprendre ce que la personne fait mentalement pour réussir. Et quand elle est en difficulté, afin d'ajuster mon message, mon transfert de connaissances. C'est de la pédagogie. Ensuite, j'ai été conseillère d'orientation psychologue. Donc, ce métier consiste à accompagner la personne à trouver en elle-même les ressources de sa propre orientation et afin de s'adapter aux caractéristiques du monde du travail. Donc c'est tout naturellement, évidemment, que je me suis intéressée au coaching dès son apparition en France dans les années 90. Et le coaching, en effet, a pour but d'aider un professionnel ou une équipe à prendre conscience de son potentiel et à atteindre ses objectifs. Pour ma part, je me suis formée à l'université, en diplôme d'études supérieures universitaires au coaching dans les organisations. Et on m'a demandé ensuite de prendre la direction, la responsabilité pédagogique de ce diplôme. Voilà comment je me suis formée et je me suis qualifiée en tant que coach. Alors, avant d'aborder le vif du sujet, j'aimerais mentionner le fait que vous donnez une résonance particulière à votre proposition dans le contexte d'un monde post-Covid qui a changé, dites-vous, la relation des individus dans l'entreprise. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle manière ? Oui, les crises, en fait, en entreprise, les crises sont des accélérateurs du changement. Et donc, on a pu constater avec le grand confinement de mars 2020, avec quelle rapidité le télétravail s'est mis en place en 1 mois. Et donc, ça a favorisé l'expérimentation accélérée de nouvelles pratiques organisationnelles. Et à ce moment-là, j'ai accompagné avec une équipe de coachs que j'avais recrutée pour la mission. On a accompagné une centaine de managers dans un grand groupe et on a pu constater combien ces managers, notamment les managers de proximité, ont dû faire preuve d'innovation et de compétences en résilience et en adaptabilité. Et en sport, l'urgence, la crise est permanente. Hubert Ripoll, un monde du sport qui ne bouge plus pendant plus de 2 ans, comment ça l'affecte ? Certains de mes athlètes, il faut se mettre dans leur peau. Les Jeux Olympiques sont dans quelques mois. On est au mois de mars, les Jeux Olympiques sont au mois d'août. Et brusquement, les Jeux Olympiques ne sont pas arrêtés, on en parle toujours, mais pour autant, le calendrier tourne. Donc, ils ne peuvent plus s'entraîner, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, les entraîneurs sont complètement paumés, les athlètes sont paumés au-delà de ce que l'on peut imaginer, et donc il va falloir les travailler avec eux à distance. Alors à partir de là, c'est précisément la période où, comme on avait du temps, on se retrouve avec Patricia et on se dit tiens, et si on se mettait à écrire ce livre, et puis chacun fait part de ses expériences. Alors chez Patricia, dans le monde de l'entreprise, c'est la véritable catastrophe, et je me rends compte que dans le sport, malgré tout, les choses se passent mieux parce qu'on arrive assez rapidement à trouver l'équilibre dans ces circonstances qui sont invraisemblables, c'est-à-dire des athlètes qui se préparent à partir au jeu et qui ne s'entraînent plus. Voilà, et donc on a commencé à échanger, et pourquoi ça marche chez toi, et pourquoi ça marche chez moi, et qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce qu'il faudrait faire, et ainsi de suite, et on s'est mis au boulot. Chromosome B. Alors, entrons dans le vif du sujet, quelles sont les plus grandes similitudes d'esprit entre le sportif qui doit gagner une compétition et l'entrepreneur ou le manager qui doit gagner un marché ? Patricia Paranque ? En entreprise, en fait, une équipe performante est une équipe qui a d'abord une bonne cohésion, des relations interpersonnelles fluides, un objectif commun, qui fait sens évidemment pour tous, il faut que tout le monde s'y retrouve dans les actions mises en place et les ressources nécessaires et une juste reconnaissance.
le sport, tout naturellement, est un exemple vraiment frappant par rapport à tous ces paramètres. D'ailleurs, moi j'organise des team building à partir de pratiques sportives. Vous mettez 5-6 personnes étrangères les unes aux autres sur un voilier, ayant une culture, un vécu différent, vous obtiendrez un équipage, une équipe. C'est-à-dire que de façon informelle, chacun va intégrer naturellement un poste, elles vont instaurer un mode de communication, un leader va émerger, un but va être défini. En un rien de temps, vous avez une organisation qui se met en place et le bateau, en fait, et cette situation fait office de catalyseur et d'accélérateur. Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont divergentes en sport? Il y a quand même la relation au corps qui est très forte et la relation à la santé. Hubert et Paul, est-ce qu'il y a des évolutions qui sont différentes? Tout ce que vient de dire Patricia concernant la réussite d'une équipe, moi je ne changerai pas un mot. Alors ça c'est dans ce que quand on est coach, c'est ce que l'on vise. C'est atteindre cet équilibre et à faire qu'il n'y ait pas de tension à l'intérieur de l'équipe et que la somme des individus fasse quelque chose de plus. Donc là, il n'y a strictement rien à changer. La seule chose qui change évidemment, c'est qu'un sportif, son implication, elle est de nature, on va dire, existentielle. C'est pas une question de vie et de mort, bien sûr, mais quand même, c'est une vie qui est en jeu. C'est une vie qui va se dérouler là en quelques secondes. Un millième de seconde va faire passer soit au paradis, soit en enfer. Alors évidemment, une telle tension, on ne peut pas le retrouver en entreprise, c'est bien évident. Vous êtes, Hubert et Paul, psychologue du sport. Quels sont les principaux leviers psychologiques sur lesquels on travaille avec une équipe sportive ou un sportif? On va dire que c'est la confiance. Pour qu'il y ait la confiance, il faut enlever toutes les scories, qui sont des scories personnelles, qui tiennent aux aventures individuelles. Donc il va falloir à la fois comprendre tout le monde et on va dire aider à faire du propre, c'est-à-dire à vraiment empêcher que ces scories ne viennent contaminer l'équipe. Tout ça pour atteindre la confiance. Et la confiance, pour la mettre en œuvre, il faut développer cette empathie réciproque que l'on voit bien actuellement. Si on regarde ce qui se passe à la Coupe du Monde, j'ai vraiment l'impression que c'est cela qui se passe. Et en 98, c'était la même chose. Donc il n'y a pas besoin de grands dessins. Regardez la télé et vous verrez ce qu'il faut atteindre. Patricia Parenque, est-ce que c'est la même chose en entreprise quant à l'approche psychologique d'une équipe ou d'un individu? Mais en fait, dans le domaine du sport, les sportifs de haut niveau notamment, c'est le voyage du héros, un voyage héroïque. Au sens où le sportif de haut niveau, il va affronter les dragons pour revenir avec un trésor, un trophée. Les dragons, ce sont toutes les embûches, tout le stress, tout ce qu'il va pouvoir rencontrer sur son parcours. Donc bien sûr que les enjeux ne sont pas les mêmes en sport et en entreprise. Le contexte est loin d'être le même. Les dragons sont bien là. Le trésor, par contre, tarde à voir, n'est pas au rendez-vous, si ce n'est celui d'avoir la satisfaction d'avoir bien fait le job, on va dire. Ce qu'on peut constater, sans aucun doute, c'est que la crise en milieu professionnel est mobilisatrice. Et certains se révèlent même sous un jour nouveau. Et donc, c'est comme au cours d'un match de foot, notamment en véritable héros du quotidien, les managers de proximité ont gagné vraiment leur lettre de noblesse. Je tiens vraiment à ressouligner ça, parce que c'était eux qui étaient confrontés au terrain. Ils étaient vraiment en contact direct avec les difficultés pendant ce grand confinement de mars 2020, et vraiment quelque chose qui était dans l'air du temps, le télétravail, qui aurait demandé vraiment des années à être mis en place. En un mois, c'était plié. Et ça a été vraiment très très étonnant, autant que ce qui a étonné Hubert dans le domaine du sport. Et donc
Au niveau du coaching en entreprise, les ressorts qu'on utilise pour accompagner les personnes, c'est vraiment de leur donner confiance. Je reprends les termes d'Hubert. On leur fait prendre conscience de leur potentiel et on les accompagne à actualiser ce potentiel en fait. Et il n'y a pas forcément chercher à l'extérieur des recettes, des ressources qu'ils ont en eux-mêmes, parce que en période de crise, tout s'accélère et on n'a pas le temps de dire pousse, je vais réfléchir, je vais contacter mon manager ou je vais regarder un doc dans Internet. Il faut improviser. Et là, le parallèle est vraiment extrêmement enrichissant entre le sport et le monde du sport et le monde du travail. Les crises internes aux organisations sportives ou entrepreneuriales sont souvent la conséquence d'une dérive du management qui contamine tout le système, depuis le haut de la pyramide décisionnelle jusque chez les acteurs sur le terrain, sportifs ou collaborateurs. C'est une phrase qu'on trouve dans votre ouvrage. Ça dramatise énormément le haut de l'organisation, que ce soit l'entraîneur ou le chef d'entreprise ou le manager. Il en est vraiment ainsi ? Absolument. Hubert ? Absolument, je le constate régulièrement. À savoir qu'il y a une cascade. Et la cascade va du haut vers le bas et pas du bas vers le haut. Le haut, c'est le haut de l'équipe qui pilote. Chacun va encaisser une partie de la cascade avec les conséquences. Et évidemment, celui qui va d'abord exploser, ça va être l'entraîneur. Et puis, s'il ne fait pas attention, il va contaminer l'équipe. Regardez actuellement, le président de la République a annoncé des médailles aux Jeux Olympiques de 2024 que l'on n'aura pas. Bon, c'est clair. Il met en place une agence nationale du sport qui sait elle-même qu'elle ne va pas arriver, qui met la pression sur les directions techniques nationales, qui met la direction sur les entraîneurs nationaux. Et moi, je travaille avec les entraîneurs nationaux et avec leurs athlètes. Et eux, au bout du compte, mettent la pression sur leurs athlètes. Et là, les athlètes explosent. Je peux dire que j'ai encore vu ça il y a moins de 15 jours. C'est la même chose en entreprise, Patricia. Le haut de l'organisation est primordial. Oui. Alors, il y a quelques années, je disais que si le top management, c'est-à-dire les cadres, les chefs de service et la direction n'est pas OK pour engager le changement, pour faire de l'innovation et se rendre compte donc d'une adaptation incontournable des pratiques au sein de l'organisation. Si elle n'est pas d'accord, on ne peut rien faire. Ces dernières années, j'ai révisé mon jugement par rapport à ça et je me dis que au sein des équipes déjà, avec le manager de proximité, avec disons les niveaux managériaux les plus proches du terrain, on peut effectivement faire pas mal de choses et au lieu d'attendre ce top-down qui peine à venir, travailler plutôt en bottom-up, c'est-à-dire faire remonter des expériences de terrain pour prouver que ça marche. Et vraiment, c'est aujourd'hui ma façon d'accompagner les équipes qui souvent sont assez découragés par la lenteur et par ce monde qui est devenu extrêmement globalisé, incertain et très digitalisé. Et donc déjà en essayant de voir dans le cadre de l'équipe, sur le terrain, la marge de manœuvre que nous permet le système organisationnel dans lequel on opère, déjà quelle est la marge de manœuvre qui n'est pas utilisée. Et souvent on a bien des surprises. Et à partir de l'identification et de faire ce travail de répertorier les ressources, on met en place des modes de fonctionnement qui puissent satisfaire les collaborateurs et le manager. Et on essaye de donner l'exemple, en fait. Et on va dire, entre guillemets, de contaminer les autres équipes, les autres par le témoignage. Et ça, je trouve que ça marche. Et je dirais que on prépare le terrain pour que, dans les sphères supérieures de la hiérarchie, quand cela sera possible, peut-être que les gens de terrain, les gens les plus proches de la réalité entrepreneuriale de l'entreprise, seront prêts. Ça enlève un petit peu cette chape de plomb que tous subissent. De toute façon, il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire. De toute façon, c'est trop long. De toute façon, ils ne se rendent pas compte, ils sont trop loin du terrain, etc. Déjà, voyons ce qu'on peut faire avec l'existant et témoignons de ça. Chromosome B.
En sous-titre de votre livre, donc le titre « Comment le sport peut inspirer l'entreprise », et en sous-titre, vous écrivez « Instaurer un management de l'incertitude centré sur l'humain ». Est-ce que vous pouvez expliciter, développer le choix de ce sous-titre, Hubert Ripoll? Alors, la question de l'humain, on y a été confronté très très rapidement avec Patricia. Pourquoi ? Il a fallu un peu remonter dans l'histoire. Au départ, le monde du sport vient de l'armée. Et donc, on menait des athlètes comme on menait des soldats. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que même les anciens coachs, ceux que j'ai encore connus, qui avaient ce modèle-là, ils savaient au moins une chose, c'était que pour que l'athlète réussisse, il fallait qu'il soit bien. Alors, ils n'utilisaient pas le mot « en équilibre ». Mais c'est ce qu'on pourrait mettre, nous, là derrière. Il faut que la tête soit en équilibre. Autrement dit, ils savent que le champion, c'est un exemplaire unique, que si on le casse, on n'aura pas de rechange. Et donc, ça, c'est dès le départ. Et à chaque fois que vous en cassez un, eh ben vous mettez 10 ans à en retrouver, quelquefois vous ne le retrouvez pas. Et ça, c'est la pression du terrain qui montre ça. Et en entreprise, à la même époque, on s'est posé cette question, et on a même fait une analyse socio-historique de cela au début du livre, c'est qu'à la même époque, c'est-à-dire en gros au début du XXe siècle, dans l'industrie, lorsque les gens ne remontaient pas de la mine, c'était leurs enfants qui prenaient leur place. Autrement dit, celui qui est sur le terrain, il est totalement interchangeable. Et à la limite, s'il y a de la casse, il y a de la casse. Donc je crois que c'est le terrain qui a impliqué la prise en charge de l'humain. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dérives dans le sport, il y en a eu énormément, mais malgré tout, ce terrain est là et il vous dit, si tu veux que je réussisse, il faut quand même que je sois bien dans mes baskets, hein, ou bien dans ma peau. Patricia, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, on parle, un ouvrage est sorti d'ailleurs sur le sujet, le management désincarné, hein, avec la digitalisation qui devait au départ être au service de l'humain et faciliter la tâche dans les équipes au niveau opérationnel. Mais au lieu de cela, on se rend compte qu'elle apporte une surcharge, une surcharge de reporting à faire, de reporting. Et les managers se plaignent de passer énormément de temps à travailler sur ces reportings, ces tableaux Excel, hein, et ils se plaignent de plus pouvoir manager en fait, de plus être en contact avec les personnes. Pardon Patricia, il y a une notion qui me vient à l'esprit. Vous citez Serge Fès, qui était l'un des pionniers du judo français, qui cite sa fermeté et l'empathie pour amener les hommes et les femmes à se surpasser dans la souffrance consentie. Ça, c'est une notion qu'on trouve vraiment dans le sport, puisque c'est une souffrance physique. Est-ce qu'en entreprise, la souffrance, fut-elle consentie, est une donnée de réussite ? Alors, il y a des divergences, hein, bien sûr, entre le sport et l'entreprise, bien sûr, et le titre du livre en témoigne, hein, comment le sport peut inspirer l'entreprise. Hein. Oui. Tout n'est pas transférable. Hein. Les enjeux, d'abord, ne sont pas les mêmes. Hein. Le professionnel va avant tout travailler pour son salaire. Toutes les études le démontrent, hein, c'est leur priorité. Alors, ceci dit, se réaliser dans son travail existe aussi. Hein. Le travail est fondateur d'identité. C'est un lieu essentiel de lien social et de quête identitaire. Cependant, les sportifs ou des sportifs accepteront d'autant mieux le travail harassant, les souffrances, les blessures, les échecs, l'impératif de se transcender. Puis parfois l'autoritarisme aussi, il faut bien le dire, hein, d'un entraîneur. D'autant plus que les reconnaissances, on va dire, symboliques, extrinsèques et intrinsèques existent, hein, et financières. Rien de comparable dans le monde professionnel. Hein, voilà, un cadre de très haut niveau n'arrivera jamais à une reconnaissance financière du niveau d'un sportif de haut niveau. De nombreuses situations sont similaires, notamment le contexte de performance, de concurrence, de compétition, de gestion de crise. Mais voilà, tout n'est pas transférable. Tout n'est pas transférable et en sport quand même, le principal objectif, c'est la performance.
On sait comment ont pu être critiqués, ces rapprochements que l'on a fait entre le sport et le monde de l'entreprise, qui est pour certains une représentation vraiment d'une forme de capitalisme effréné. Nous, ce qui nous a intéressés, c'est de voir dans cette période de crise comment le sport qui vraiment représente l'urgence et la crise permanente, comment une équipe sur un terrain, comment un sportif fait pour dépasser cette crise. Et ça a été hyper enrichissant et instructif. Bon, en tout cas, pour les sceptiques ou ceux qui veulent en savoir plus, il faut se plonger dans la lecture de ce livre qui est très didactique. Il y a des encarts qui sont régulièrement mis à la disposition du lecteur, qui présentent des outils. Comment vous l'avez élaboré, ce livre, et à qui vous l'adressez aussi? Hubert? On l'adresse aux managers de proximité. Alors c'est pas un terme que l'on emploie dans le domaine du sport, mais en fait c'est l'entraîneur. Alors l'entraîneur, on appelle maintenant coach, mais l'entraîneur c'est celui qui est au contact direct avec son équipe, donc c'est le manager de proximité. Il fait le lien entre la hiérarchie et l'équipe, et c'est lui qui mène ses athlètes au combat, parce qu'on peut parler vraiment d'un combat au sens propre et au figuré. Donc c'est à eux qu'on a dessiné ce livre, en pensant que chacun aurait intérêt à comprendre comment l'autre fonctionne. Pourquoi? Parce que nos discussions avec Patricia, elles durent depuis 10 ans. Et au travers des discussions les plus informelles, celles souvent autour d'un café, on s'apprend des choses. En se disant des choses anodines, de notre discussion, on sait qu'on en retire quelque chose. Et alors, évidemment, on a voulu faire plus qu'une tasse de café, mais on a voulu formaliser cela, et on s'est dit comment il faut mettre en œuvre notre histoire, et comment raconter notre histoire pour que ceux qui sont sur le terrain puissent se l'approprier. Voilà notre démarche. Patricia Paranque? Oui, mais je rajouterai rien à ce que vient de dire Hubert. Voilà, ça a été pour moi un grand plaisir de participer à cet ouvrage avec Hubert, qui, je dois dire, avait une grande expérience de la rédaction d'un essai, d'un livre, et donc j'ai beaucoup appris à son contact, et je lui en suis très reconnaissante. Comment le sport peut inspirer l'entreprise, instaurer un management de l'incertitude centré sur l'humain, c'est aux éditions Hendrik B. J'ai l'habitude de terminer mes entretiens en demandant à mes interlocuteurs une maxime, un proverbe, une citation qui pourrait caractériser leur relation au monde. Est-ce que Hubert, vous êtes inspiré? Oh oui, c'est toujours la même que je resserre, je suis désolé. C'est endurer pour durer, pour peut-être réussir. C'est quand même le challenge du sportif, parce qu'il faut qu'il endure. C'est compliqué au-delà de ce que l'on imagine. Mais pour réussir, il faut qu'il dure. Ça doit durer des années avant d'arriver tout en haut. Et je rajoute pour peut-être réussir, parce qu'il faut qu'il fasse ce travail d'ascèse qui est épouvantablement difficile, et d'où l'intérêt, le rôle du coach pour permettre de tenir. Et tout ça pour peut-être réussir, parce que vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Patricia Paranque? Oui, moi j'ai une maxime, un proverbe que j'aime bien, de Rousseau dans l'Émile. J'ai trouvé ça très en lien avec le métier de coach. L'individu agissant n'est pas un vase que l'on remplit, mais plutôt un feu que l'on allume. Et je trouve que ça correspond complètement à notre travail, que ce soit Hubert dans le monde du sport, comme moi dans le monde de l'entreprise. Patricia Paranque, Hubert Ripoll, merci. 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 Chromosome B. Le podcast des éditions Hendrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Hendrik B dans toutes les bonnes librairies et sur hendrikb-édition.com.